je vais partager mon écran, ok? Ok. Donc, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est une introduction à l'économie numérique. Et aujourd'hui, on va avancer sur la veille stratégique. Donc, l'idée de la veille stratégique, elle est venue en fait d'un constat. Je vais travailler, je vais créer un produit, un logiciel, un service, mais je ne veux pas le créer pour moi, je veux le créer pour le commercialiser. Ça veut dire le vendre et gagner de l'argent. Donc, l'idée, c'est comment je vais m'adapter à mon environnement pour que mon produit, mon service, soit reçu par du public, que j'ai des personnes qui l'achètent et que mon entreprise marche. Donc, en fait, c'est vraiment la performance de mon entreprise, de ma structure. Comment je me suis organisée, quelles sont mes stratégies pour que mon produit marche bien, soit bien placé et trouve un marché, trouve des clients. Donc l'idée, c'est plus je vais avoir la capacité de m'adapter aux différents organismes qui sont autour de moi, aux différentes stratégies de développement local et peut-être même mondial, aux différentes entreprises qui se sont vite adaptées à travailler à distance, ont pu continuer à faire du commerce, alors que celles qui n'étaient pas prêtes ou qui ne savaient pas ou qui ont eu du mal à comprendre le principe, ont eu du mal et quelques-unes ont carrément fermé boutique, elles ont déposé leur bilan. Donc le concept de veille stratégique, c'est une réponse à cette volonté, cette idée il faut que je m'adapte. Il faut que je m'adapte à mes clients, à l'environnement, à la mode, à l'ère du temps. Si je ne m'adapte pas et je ne sais pas suivre ça, nécessairement mon produit ou mon service ne trouve plus de clients et ça veut dire la mort de mon entreprise. C'est aussi simple que ça. Donc l'idée, très très vite, pour toutes les entreprises, c'était de se dire, on ne peut pas juste créer un produit, un service, et se dire, ça y est, c'est bon, il est beau, il est magnifique, ça va marcher. Ça ne marche pas tout seul. Ça marche parce qu'on fait le nécessaire pour aller chercher l'environnement qui nous permet de commercialiser et de mettre notre produit sur le marché. Donc, si on regarde un tout petit peu en arrière, ok? Si on regarde en arrière, en fait, l'idée de stratégie, c'est une idée militaire. Par exemple, l'Empire romain, l'Empire ottoman, ils n'ont pas vécu l'un 9 siècles et l'autre 7 siècles, donc 900 ans et 700 ans, par hasard. L'Empire chinois, l'Empire du milieu, n'a pas survécu 1000 ans et quelques par hasard. Ils ont vécu parce qu'il y avait des stratégies. Et la première stratégie, c'est d'abord la stratégie militaire. Comment on fait pour s'organiser, pour pouvoir rentrer dans un territoire, sans faire la guerre pendant toute notre vie, mais quelques batailles, et prendre pied dans ce territoire-là qui va m'enrichir. Et en fait, il y a une phrase de Napoléon qui est restée dans l'histoire, se faire battre. Il y a une erreur. Il y a un EST ici. Pardon. Se faire battre est excusable,
d'accord? Se faire surprendre est impardonnable. Ça veut dire quoi? Je me suis préparée à ma bataille. Je suis rentrée dans ma bataille et j'ai préparé 300 hommes, des armes, et cetera. J'ai une stratégie et elle n'a pas marché. Comme au jeu d'échecs, je me suis fait faire échec et mat, j'ai perdu. C'est excusable, parfois on gagne, parfois on perd. Par contre, ne pas être prêt et être surpris par l'ennemi, qui par hasard me tombe dessus, où je n'ai rien préparé, j'ai rien vu, ça c'est impardonnable. Il il faut avoir une stratégie, il faut regarder son environnement, il faut être prêt. Donc, à quel moment c'est devenu la stratégie et la veille stratégique sont devenues une discipline? Ça veut dire quelque chose que l'on intègre dans le fonctionnement de son entreprise. Ça s'est fait dans les années 80. Pourquoi dans les années 80? Parce que dans les années 80 est arrivée cette notion de mondialisation, du marché mondial dans lequel nous avons mis beaucoup de temps à rentrer. Et en fait, dans les années 80, il faut comprendre que ce n'est plus seulement l'Amérique et l'Europe, ça n'est plus les États-Unis et l'Europe, c'est le monde occidental qui commence à intégrer d'autres régions du monde, parce qu'au départ, le calcul, c'était on va avoir de la main-d'œuvre à bas prix, et de l'autre côté, je vais avoir des produits que je vais leur vendre. Donc, je suis gagnant-gagnant à moi tout seul. Et donc, dans les années 80, c'est la mondialisation qui commence à démarrer. Et on a donc besoin d'avoir une stratégie. Parce que dans la mondialisation, on a beau être le bloc occidental, Europe, États-Unis, on a quand même des produits qui se ressemblent, on a quand même des entreprises qui fabriquent des choses proches, qui proposent des services presque identiques et donc qui sont en concurrence. Il va falloir savoir se positionner les uns par rapport aux autres pour toujours garder un avantage commercial et pour pouvoir continuer à avoir des bénéfices et à se développer. Autrement, c'est une entreprise qui meurt. Ce qu'il faut garder à l'esprit, une entreprise, ce n'est pas une entreprise qui fait du chiffre d'affaires. Une entreprise qui vit, c'est une entreprise qui fait du bénéfice. Un chiffre d'affaires, c'est l'argent que vous faites rentrer quand vous vendez votre produit et quand vous vendez votre service. Moi, pour fabriquer mon logiciel, il a fallu que je dépense 1 million de dinars. Pour que mon entreprise continue à vivre, il faut que ce million de dinars que j'ai dépensé, que je le récupère en vendant mon logiciel. J'ai vendu pour 1 million de dinars mon logiciel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste récupéré l'argent que j'ai engagé pour le développer. Et la plupart du temps, on démarre pas avec de l'argent qui est à nous. La plupart du temps, on démarre avec de l'argent qui est un emprunt bancaire. La banque, si elle vous a donné 1 million de dinars, elle va vous demander de rembourser 1 200 000 dinars. Donc la vente à 1 million de dinars ne suffit pas. Il faut que je vende mon logiciel à 1 200 000 dinars pour rembourser la banque. C'est bien, mais moi j'ai travaillé pendant plus d'une année, si ce n'est 18 mois, pour faire un logiciel et finalement, j'ai rien fait. J'ai pris de l'argent de la banque, je l'ai développé, j'ai vendu le logiciel, j'ai rendu l'argent à la banque. Moi, zéro. Donc il faut que je rajoute quoi? Il faut que je vende avec du bénéfice pour gagner quelque chose. Et ce gagner quelque chose, c'est pas seulement pour m'arrêter là. La plupart du temps, c'est ce bénéfice qui vous permet de continuer à investir et de continuer à travailler. Donc, il faut vérifier l'ensemble du contexte si on veut réussir. Et réussir, c'est placer son produit. C'est pas faire un joli logiciel. Hein. C'est pas faire un service intéressant. Il faut placer son produit. Donc, si on regarde bien, en fait, les années 80, c'est l'explosion de cette notion, nous faut faire de la veille stratégique. Mais bien avant ça, dans les années 20, les années 30, donc là, l'Europe et les États-Unis sont rentrés dans l'ère de l'industrialisation à très grande échelle. La fin du 19e siècle, 1880-90, c'est l'industrialisation. Donc on est parti de l'agriculture vers l'industrie. Mais début du 20e siècle, c'est vraiment l'hyper-industrialisation. C'est là où les grands industriels
s'installent, les usines qui fabriquent en série, en continu s'installent et ainsi de suite. Donc, si j'ai une grande entreprise, une grande usine, c'est pas la même chose que de fabriquer une pièce par pièce dans mon atelier. Pièce par pièce, en général, je suis dans une petite ville, mon village, je vends aux gens qui sont autour de moi. Si j'ai une grande entreprise comme Ford, qui est parmi les premiers à avoir été loin dans cette idée, eh bien, je fabrique 200 à 300 véhicules jour. Ça veut dire qu'il faut que j'ai une stratégie pour vendre mes 200 à 300 véhicules jour. C'est beaucoup, c'est énorme. Et donc, il faut réfléchir pas tout de suite. Il faut réfléchir le marché et son évolution parce que les concurrents vont voir ce que je fais, ils vont copier ce que je fais, ils vont venir produire des choses un peu différentes, peut-être moins chères, plus jolies. Et donc, il faut établir des programmes. Et à l'époque, dans les années 20 et 30, des programmes sur 5-10 ans, 2 quinquennaux, c'était bien, ça permettait de se projeter. Mais c'était la vitesse à laquelle les choses évoluaient au début du XXe siècle. Ça n'évoluait pas à la même vitesse qu'aujourd'hui. Au début des années 50, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont à travers la planète installés, à travers leurs camps militaires. Alors, il faut savoir qu'en Europe, il y a eu des camps militaires et des zones américaines jusqu'aux années 70. En Allemagne et au Japon, il y a encore des camps militaires, une présence physique des Américains sur ces territoires-là. Et en fait, ils ont ramené avec eux l'idée de vendre leurs produits et de les commercialiser dans tous les pays où ils ont pris pied. Alors au Japon, France, un peu moins en France parce que le général de Gaulle les a mis dehors, l'Italie, pas l'Espagne puisqu'il y avait Franco, pas le Portugal parce qu'il considérait qu'il était trop pauvre, pas intéressant économiquement. En Allemagne, bien sûr, parce que c'est le fer de lance de l'économie, l'industrie. Plus ou moins en Angleterre, parce que l'Angleterre du Sud est plutôt agricole, du milieu est plutôt industriel, mais charbon, donc mine. Et les Américains n'étaient pas intéressés par les mines. Ce ne sont pas des industries qui achètent leurs produits. Et bien sûr, toute l'Asie, en particulier le Japon et l'Indonésie, l'Indonésie où ils se sont installés. Et donc, au Japon, il y avait cette volonté de mettre ce pays-là sur les rails de l'industrialisation parce que avant la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même la troisième économie industrielle du monde. Après, l'Allemagne et l'Angleterre. Les gens ne le connaissent pas, mais le Japon était le troisième pays le plus industrialisé avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y avait un terreau, il y avait un environnement industriel qui les intéressait. Ce qui est différent, c'est que les Japonais, au lieu de juste acheter des produits ou de fabriquer des choses à bas coût, ont commencé eux-mêmes à voir comment développer leur industrie. Alors, il y a une image qui est très connue dans les années 50-60, c'est le Japonais qui se balade avec son appareil photo pour prendre des photos des industries et des ateliers. Et très vite, ils ont compris que en face des États-Unis, eux, pays qui sortaient perdants de la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Il fallait qu'ils trouvent des petites niches, des petits produits, des services que le géant USA ne fabriquait pas et ne vendait pas. C'était très important s'ils voulaient développer leurs propres industries, leurs propres économies. Et donc, ils ont commencé à faire une veille technologique. Quels sont les produits existants? Quelles sont les technos existantes? Et nous, qu'est-ce qu'on peut rajouter ou modifier qui pourrait faire que notre produit marche mieux que ceux des États-Unis? Et en fait, les entreprises américaines qui étaient partout, qui vendaient leurs produits partout après la Seconde Guerre mondiale, se sont rendus compte que vers la fin des années 50-60, ils commençaient à voir apparaître d'autres industries dans d'autres pays. Et ces industries-là commençaient à faire évoluer leur techno, à gagner du marché. Et leur approche à eux, ça n'était pas d'améliorer leurs produits, ce n'était pas une veille technologique. Eux, ils se sont dit, non, ce qu'on va voir, c'est les concurrents, le marché. Qui est sur le marché?
je vais essayer de faire plus fort que le concurrent. Donc en fait, c'était vraiment une réponse directe à la menace de l'industrie japonaise. L'industrie japonaise s'est focalisée sur la techno, vraiment. Très vite, ils ont su développer des choses très pointues, très techniques. C'est un pays qui a toujours été très technique parce qu'ils ont dans leur histoire cette technologie, cette industrie qui était déjà forte dans les années 30 et 40. Et donc, ils ont continué dessus. Donc, les Américains n'ont pas cherché à améliorer leur techno, ça demande beaucoup d'argent. Ce qu'ils ont fait, c'est regarder ce que faisaient les Japonais et essayer d'être dans l'air du temps, d'être différent et de dire produit américain par rapport aux concurrents. Dans les années 80, la mondialisation a donné un genre de coup de fouet à l'Europe. L'Europe était léthargique, elle dormait. Les Américains sont venus nous sauver, ils nous ont sauvés de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu le plan Marshall qui nous a été financièrement, ce qui est un mensonge, parce que les Américains ont vendu leurs produits en Europe et ils ont mis de l'argent pour acheter leurs produits. Donc c'est un système bancaire en vase clos, un peu comme l'Europe a fait avec la Grèce il y a une dizaine d'années. Ils leur ont prêté de l'argent pour rembourser les banques allemandes. C'était pas très utile, pas très intéressant et pas très efficace. Donc en fait, l'Europe se rend compte que vis-à-vis des autres, non seulement des États-Unis, mais du Japon, de la Corée du Sud qui commence elle-même à devenir très technique, à gagner du terrain, l'Europe qui s'est toujours considérée comme étant le centre du monde, celle qui créait la science et la connaissance, finalement d'abord elle a perdu ses empires, les empires européens, l'empire français est mort, ils n'ont plus de colonies, l'empire anglais s'est transformé en Commonwealth, mais ce n'est plus la même chose, ils n'ont plus la main sur ces territoires-là. L'empire belge aussi, l'empire espagnol les Espagnols ont perdu la main sur l'Amérique latine totalement dans les années 80. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur marché, ils ont perdu leur avancée, et ils sont en train de reculer totalement par rapport aux autres concurrences. Donc très vite, ils réalisent, nous sommes en train de perdre. On a la connaissance, on a les meilleures universités du monde. Les gens vont en Europe pour étudier et repartent chez eux développer des produits technologiques. Donc ils ont développé très vite veille technologique, il faut qu'on sache où est-ce qu'on a perdu, où est-ce qu'il faut qu'on se mette. Et contrairement aux États-Unis qui est plutôt concurrentiel, ils se sont focalisés sur la techno, en particulier les pays du nord de l'Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, l'Autriche, même si les gens ne savent pas ça. Il y a beaucoup de pays du nord de l'Europe qui sont des pointures dans la technologie et qui ont focalisé sur cette veille technologique. Après, comment on a fait? Chaque entreprise a essayé de faire un peu à sa sauce, à sa façon de faire. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait organiser ça. Il fallait que ça soit fait de manière raisonnée, avec des procédures, des façons de faire. Il ne faut pas juste à peu près, chacun à sa manière. Bon, ça, au début, on peut le faire parce qu'on tâtonne, on essaye. Mais au bout d'une dizaine, d'une vingtaine d'années, il faut maîtriser le process parce qu'autrement, les autres vont vous dépasser. Donc, dans les années 90, on voit cette idée d'avoir un ensemble de personnes qui vont s'occuper de ça. C'est pas l'ingénieur dans l'atelier qui en même temps, parce qu'il a l'habitude de lire des journaux, va dire ah vous savez l'entreprise Mitsubishi vient d'inventer la batterie pour les voitures électriques. Ah oui, bah oui, c'est vrai que dans les années 80, Mitsubishi a été la première entreprise qui a développé les batteries électriques. Elles existent depuis un moment. C'était juste un problème de coût, d'argent. Ça coûtait trop cher. Ils ont calculé combien ça allait coûter de mettre des batteries dans une voiture et de faire une voiture électrique. Et se sont rendus compte que par rapport à la voiture normale, c'était excessif. Donc, ils ont continué à développer cette techno. Donc, l'idée, c'est pas juste d'avoir l'ingénieur ou le technicien ou la personne qui connaît l'environnement économique ou le commercial parce qu'il est au contact des clients, qui va venir vous dire ah, ça serait bien de faire ça ou ça serait bien de faire ci. L'idée, c'est d'avoir une unité, une entité qui va travailler à surveiller l'environnement et qui va permettre à l'entreprise de se développer dans la bonne direction, de développer les bons produits. Donc l'activité de veille aujourd'hui,
elle est devenue organisée, elle est systématique, surtout dans les très grosses entreprises, parce que là, les enjeux sont très grands. Mais même les moyennes entreprises ont commencé à avoir, s'ils ne peuvent pas avoir une cellule interne, avoir des personnes ressources qui travaillent avec des boîtes qui sont des boîtes de veille, dont la spécialité, c'est de travailler pour vous. Et l'idée, c'est d'avoir des informations utiles pour le développement de l'entreprise. Moi, en tant qu'ingénieur, je vais regarder des trucs qui m'intéressent, qui me passionnent. Et je vais regarder ce qui me passionne et en parler. Est-ce que c'est vraiment ce qui me passionne qui va permettre à l'entreprise de se développer? C'est pas sûr. Ça me plaît, c'est tout. Donc, puisqu'on a décidé de rendre ça systématique, il faut définir ce que c'est que la veille stratégique. Puisqu'on va avoir des procédures, il faut définir ces procédures. Et donc, on peut citer ici une norme française, hein, la norme AFNOR, qui dit quoi? Qui dit que la veille, c'est une activité continue. Ça, c'est une grande, grande, grande importance. La veille, c'est pas juste le début d'année, je regarde ce qui se passe et puis j'oublie. Il faut de manière continue voir ce qui se passe autour de nous. Et l'idée, c'est de manière itérative, régulière. C'est une boucle permanente. Une boucle permanente. Et la boucle permanente, c'est une surveillance qui est active. Je vais chercher ce qui se passe dans la techno. Je vais chercher ce qui se passe dans mon environnement commercial. J'attends pas que l'événement me tombe dessus par surprise et tiens, ah, ils ont développé telle technologie, eh ben, j'étais pas au courant. Ah, ils ont mis sur le marché tel produit et ils ont diminué par 3 leur prix. Ah, zut, notre produit ressemble et on a un prix triple. Classe, plus personne ne va nous l'acheter. OK? Et l'idée derrière, c'est d'anticiper les évolutions, de se projeter. Donc, le mot stratégique, dans la veille stratégique, il a un seul sens. Le stratégique signifie, je vais veiller, je vais écouter ce qui se passe autour de moi, mais je ne vais pas balancer toute l'information aux décideurs. Non, je vais prendre l'information et je vais voir qu'est-ce qui est stratégique pour mon entreprise, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui va impacter, qu'est-ce qui va changer ma production. Peut-être qu'il y a des produits qui vont être plus chers. Il y a quelques semaines, j'ai été à une formation sur la qualité et j'ai rencontré un entrepreneur algérien, c'est en Algérie. Lui, son travail, c'est de faire les cuisines, des jolies cuisines, la moderne. Donc, c'est ce qu'on appelle un installateur de cuisine. Il travaille avec un certain type de matériaux qui sont importés. Nous ne les fabriquons pas. Et dans la discussion, il parlait, il a dit oui, j'ai été à une foire et en discutant avec mes fournisseurs étrangers, donc vous comprenez qu'il est à l'étranger, ces fournisseurs étrangers lui demandent, écoutez, comment on va faire? Votre législation elle est en train de changer et ce produit que vous avez l'habitude d'importer, il va être interdit. Et il apprend par hasard que le produit sur lequel il compte tout le temps, avec lequel il fabrique ses cuisines, risque d'être interdit d'importation en Algérie pour des raisons X, Y, Z, je ne sais pas lesquelles, mais l'essentiel, il n'a plus sa matière première pour travailler. Et donc, vous voyez que d'un point de vue stratégique, lui, quand il était dans cette foire, il a appris beaucoup de choses. Il avait de nouvelles machines, de nouveaux techniques, de nouveaux produits, de nouveaux accessoires. Mais stratégiquement, l'information la plus importante qu'il a sortie, c'est une information sur son environnement commercial, pas technologique, qui va avoir un impact technologique parce qu'il faut qu'il change de type de matériau. Donc la première chose qu'il a faite en rentrant en Algérie, il a appelé un cabinet d'avocats pour lui demander d'aller vérifier les lois. Donc il a externalisé sa veille stratégique. Le cabinet revient vers lui en lui disant oui, il y a une loi au niveau de l'Assemblée, mais elle n'a pas été votée. Et il y a effectivement des contraintes environnementales sur ce produit-là, mais pour l'instant, ce n'est pas passé, mais ça risque de passer d'ici 6 mois, 1 an. Donc il faut dès maintenant réfléchir à liquider le stock en vendant le maximum de cuisine le plus rapidement possible et à déjà prévoir le prochain produit avec toute la procédure de fabrication qui va lui être associée. Donc vous voyez comment la veille stratégique permet à une entreprise, même si là, ce n'était pas du tout de la veille, hein, c'était le hasard, Zahar, il a eu de la chance,
s'il y avait une veille stratégique, il aurait suivi l'évolution des lois, des propositions, et au lieu de faire un stock de 2 ans de ce produit-là, il aurait peut-être acheté pour une année et commencé à réfléchir à ce qu'il doit faire après. Donc la stratégie, c'est ça. C'est quelle information je vais retirer et extraire de manière à pouvoir complètement travailler, pardon, pas travailler, continuer à développer et à faire fructifier mon investissement et mon entreprise avec des informations qui sont là. Est-ce que la définition de la vieille stratégique est la même pour tout le monde? En fait, au départ, ce sont d'abord les économistes qui ont regardé qu'est-ce que c'est que la veille, comment on fait la veille, quel est son impact, etc. Et ils ont commencé très vite à donner des définitions. Donc certains ont commencé par dire c'est competitive intelligence. Ça veut dire la compétitivité avec de l'intelligence. Comment arriver à être compétitif dans l'environnement, mais pas juste en cassant des prix, ce qui est un geste assez brutal, ou en inondant le marché, ou en étant agressif envers ses concurrents. Et l'idée derrière dans l'intelligence, c'est de faire du monitoring, de voir l'environnement et de vraiment faire son suivi. Un monitoring, comme un patient à qui vous mettez un brassard. Vous savez, dans les hôpitaux, vous avez une machine qui fait bip, bip, bip. Et le brassard, il fait du monitoring. Il donne les pulsions cardiaques, la température, la pression artérielle. Et c'est ça le monitoring. Et l'idée, c'est d'analyser toujours les concurrents et les conditions autour de soi. Mais ça, c'est une approche plus par les économistes. Certains qui sont plus dans la stratégie et la finance ont dit non, il faut être un compétiteur intelligent. Ça veut dire, moi, je vais développer des stratégies de changement en fonction de ce que je vois chez mes concurrents. Et l'idée, c'est vraiment, au fur et à mesure, de regarder la réaction du concurrent. J'ai changé de stratégie, comment il a réagi. Ça veut dire qu'il me dit par sa réaction ses faiblesses et ses forces. Il y a d'autres approches, d'autres définitions qui disent non, non, c'est de la business intelligence. La business intelligence, je vais faire du monitoring, je vais récupérer des informations pour la prise de décision. Et donc, je vais récupérer des informations sur les concurrents actuels, mais aussi sur d'autres choses, comme quelles sont la bourse, quelles sont les acquisitions et fusions, quelles sont les évaluations des risques qui sont donnés par les analystes, par exemple la boîte Deloitte. Tout ça, ça va faire de la projection. Et l'idée dans la business intelligence, c'est de regarder tout l'environnement, pas seulement vos compétiteurs, tout l'environnement, y compris les financiers, les banques, les places financières, etc. D'autres définitions sont plus, pas dans l'attentisme, mais c'est dans comment analyser l'information. Et ici, c'est un élargissement encore plus fort. Réellement, c'est de se dire, il ne faut pas juste regarder l'aspect financier, la réaction des bourses, etc., mais il faut regarder les secteurs. Il faut décomposer l'information en secteurs. Ça veut dire selon l'activité. Il faut regarder de manière plus fine, plus précise, pas seulement l'environnement. Je vais regarder les concurrents, les fournisseurs, les consommateurs, mais dans le domaine d'activité où je vais être. Et l'idée, c'est vraiment de sortir. Mes concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Mes fournisseurs, quel type de nouveaux produits vont mettre sur le marché? Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, dans la veille technologique, au début du siècle, je pense, du XXe siècle, on a inventé tout ce qui est processing food, donc l'alimentation industrielle. Et dans cette alimentation industrielle, il y a une chose qui a été très concurrentielle, c'est le chocolat. Et au début du XXe siècle, on ne savait pas comment faire un produit chocolaté qui puisse plaire à tous, aux uns et aux autres. Et il y a eu, c'est à partir de là qu'il y a eu les premiers, c'était des fermiers. Et ils ont décidé, enfin le gars était un fermier, il a décidé de rajouter cette poudre de cacao qui est amère, hein. Le cacao est vraiment amer. Donc la poudre de cacao
À côté de lui, il y avait beaucoup de producteurs de lait et il a décidé de faire du lait au chocolat et de pouvoir distribuer du lait spécifique. Donc, il fallait qu'il trouve le mélange et la composition. Pour faire ça, il a fait un mélange particulier et il a travaillé sur du lait concentré sucré pour éviter que les autres concurrents qui commençaient à pousser ne prennent son lait concentré. Il avait des fournisseurs qui le lui fabriquaient. Il a fait une préemption. Il a acheté à l'avance tout leur stock sur 5 ans. Donc personne dans l'environnement où il était ne pouvait développer de nouveaux produits à base de lait et rajouter du chocolat, du cacao, parce qu'il n'y avait plus de matière première. Donc la veille stratégique, c'est vraiment de découper, de regarder ses concurrents, de regarder ses fournisseurs et d'adapter au consommateur. Donc la première fois où il a fait du lait chocolaté, le fait de voir le lait avec une couleur marron, pour des fermiers, la couleur marron signifie que le lait khasser, il est frelaté. On le jette, on ne le boit pas. Et donc, il a fallu qu'il apporte son produit, qu'il le montre différemment, qu'il le serve avec des idées de le chocolat est un produit avec beaucoup de vitamines, etc. Et adapté à ses consommateurs, très vite, au lieu de faire du lait, il a commencé à créer les premiers biscuits dans lesquels il y allait avoir cette pâte de chocolat, puisqu'au lieu de diluer son lait concentré, il l'a laissé concentrer, c'est une pâte, il a rajouté du cacao et du sucre, ça a donné le chocolat au lait, il l'a rajouté au biscuit, donc il était à l'intérieur des biscuits, et les gens ne voyaient pas cette couleur tout de suite, ils mangeaient un biscuit qui était couleur marron, un biscuit quand on l'a fait cuire il est marron, marron clair, marron foncé, et à l'intérieur il y avait cet élément marron foncé, mais c'était bon et les gens se sont habitués. Et donc il a fallu qu'il regarde ça, et ensuite la réglementation. Donc vous voyez, sur cette approche-là, dans la veille stratégique, on est un peu plus pointu. Ça a donné quoi? Ça a donné pour les entreprises deux façons de faire. Deux façons de faire dans le sens où, comment je vais faire ma veille stratégique? La plupart des entreprises vont faire ce qu'on appelle une approche peu formalisée et passive. Je suis ingénieur, je suis en train de regarder une émission, je suis sur Internet, j'ai trouvé un site, des forums, je récupère de l'information. C'est une information qui arrive vers moi. Donc, je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas un axe prédéfini, je n'ai pas un objectif spécifique. Je suis en train de regarder des choses et je trouve de l'information et je vais réagir. OK? La deuxième pratique, elle est formalisée et proactive. Ça veut dire, j'ai des objectifs clairement identifiés, j'ai une méthodologie de travail et je sais ce que je veux chercher pour permettre à mon entreprise de continuer à être opérationnelle. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas réagir aux informations à droite et à gauche, mais là, on a structuré la veille stratégique. Bip, bip. Bip, bip. OK. Non, pas de bip, bip. On revient. Qu'est-ce qu'il y a encore avec ce clavier? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a cette souris? Donc, comment on va structurer la veille stratégique? En fait, il faut qu'elle ait des missions. Il faut qu'elle ait des objectifs. Donc, on va avoir 4 missions principales. On peut avoir des missions secondaires, mais les principales. La première principale, c'est d'observer l'environnement de l'entreprise. Les produits qui sont vendus, les technologies dans mon domaine, les concurrents potentiels et les concurrents existants, les clients futurs, les clients existants. C'est ça qu'il faut que je regarde. Qu'est-ce que j'observe? Cet environnement. Et l'idée dans l'observation, c'est de faire quoi? C'est de détecter des informations qui vont montrer un début de changement. Très souvent, c'est des signaux faibles. Je vais les détecter parce que j'observe, parce que j'ai les yeux braqués sur ça.
Si je n'ai pas les yeux braqués, que je regarde pas en permanence, ces signaux faibles, ils vont passer en silence, je vais pas les voir. Et l'idée, c'est de voir les changements qui commencent à arriver, OK? Les changements qui commencent à arriver, on les voit arriver par petits coups, par des technologies qui changent, par des inventions qui font pas nécessairement le buzz, mais qui sont là et qui peuvent être intéressantes, par un changement de mode de consommation. Par exemple, avec le Covid, les gens achetaient en ligne, c'est pas nouveau. Le commerce en ligne existe depuis déjà un bon moment. On sait vendre en ligne, mais ça ne marchait pas autant que maintenant après le Covid. Et en fait, ces prémices de changement dans le commerce, ça a amené certaines entreprises à déjà créer des services en ligne, des services à distance, des pages web de commerce, de mettre leurs produits en ligne. Ces entreprises-là qui avaient commencé à faire ces petits changements qui étaient des signaux faibles, aujourd'hui, c'est vraiment la pratique commune de tout le monde. Ensuite, il faut analyser et filtrer les informations. Quand Mitsubishi a développé la première batterie électrique pour commencer à faire des véhicules électriques, alors ça remonte à l'époque où j'étais encore étudiante, c'était dans les fins des années 80. J'ai vu les premiers véhicules électriques circuler, etc. En tant que tel, l'information, elle est intéressante, mais il faut l'analyser. Et l'analyser, c'est de se dire, OK, l'outil technologique est là, on sait faire, on a les, les, les- les- pas les informations, mais on a les outils, on a les matériaux, on a ce qu'il faut, et il faut analyser leur usage. Est-ce que je peux vraiment utiliser tout de suite? Et non, on se rend compte, le coût, l'impact sur l'entreprise. Mon entreprise a investi dans plusieurs chaînes de montage dans des véhicules dits thermiques aujourd'hui, mais qui étaient les véhicules tout bêtes avant. Comment je vais amortir tout ça? Je risque de perdre de l'argent, pas perdre de l'argent. Donc, ils vont pas tout de suite faire le véhicule électrique. Ils vont encore un peu travailler avant de le mettre sur le marché. Donc, il faut analyser, filtrer les informations et pas se précipiter. Et enfin, la dernière mission, et pas la moins importante, et celle que beaucoup de cellules de veille stratégique oublient, c'est la diffusion. Il faut diffuser l'information, même de manière sélective, à des personnes autorisées qui savent de quoi faire, mais il faut la diffuser et surtout la diffuser de manière synthétique, sélective. Mais allez voir la page web Flania, elle est intéressante, lisez-la. Ça m'intéresse pas d'aller la lire, j'ai du travail, je suis occupée. Dites-moi ce que je suis censée voir sur cette page. Et ça, c'est le travail de la veille stratégique. Donc, ces quatre missions principales, il y a deux auteurs, en fait, Villain et Rostin, qui l'ont représenté sous ce qu'on appelle le bonsaï de la surveillance. Alors, il faut bien comprendre, dans les années 80, tout ce qui était japonais était très à la mode. Et il y avait la mode dans les années 90 des bonsaïs. Donc, ça vient de là, le bonsaï de la surveillance. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le bonsaï, c'est un arbre miniature que l'on taille sous des formes particulières dans des petits pots. C'est très fragile, ça demande beaucoup d'attention, mais c'est très joli. Donc, comment ils l'ont décrit? Une veille tout azimut. Donc, la veille stratégique surveille quoi? L'apparition d'informations pertinentes grâce à des actions de recherche, de traitement et de diffusion. D'accord? Donc, diffuser, traiter, rechercher. Donc, recherche, traitement et diffusion. Comment ça se passe? On va aller regarder tout l'environnement. Scientifique, technique, techno, juridique, les concurrents, les sous-traitants, les fournisseurs, les clients, la politique, les finances, tout ça. Donc vous voyez, on regarde tout son environnement. Il ne faut pas négliger une partie. Le cas du monsieur là avec sa technologie, son matériau pour faire ses cuisines, c'était un problème politique, hein, parce que là, c'est une loi. Et le problème politique a été, on va dire, poussé par le problème environnemental. Parce que les plaques qu'il commandait et qu'il cherchait posaient problème par la suite parce qu'apparemment, elles rediffusent un matériau à la chaleur, un genre de produit secondaire qui peut être toxique et nocif.
Ok. Ça permet de faire quoi? Ça permet de comprendre, de connaître son environnement, de savoir ce qui s'y passe. L'étape suivante, c'est de comprendre. Ça veut dire d'analyser et de sortir de l'information pertinente. Ok, la politique a réagi à l'environnement, ils ont décidé de choisir une nouvelle technologie. Et donc, il va falloir que moi, je regarde ce que mes concurrents font et ce que mes sous-traitants font pour savoir quelle nouvelle technologie, moi aussi, je vais exiger de mes fournisseurs. Ok? Donc, voilà comment on comprend l'environnement. Et faire la prévision, c'est faire des choix. Dire, je choisis dans un mois, dans un an, dans 6 mois de faire ci, de faire ça par rapport à ce que je viens de comprendre de mon environnement. Et dès que j'ai fait de la prévision, je décide quoi faire et j'agis. C'est aussi bien définir une stratégie de telle action à faire que de tactique, ça veut dire le moment, sous quelle forme, avec qui je vais le faire, avec quel fournisseur, quel client, etc. Donc ce fameux bonsaï de la surveillance, il résume bien la particularité de la veille stratégique. Si je regarde seulement la veille, je m'arrête ici. D'accord? Je m'arrête à connaître l'environnement. Ça, c'est de la veille. Je regarde autour de moi. Si je fais de la veille stratégique, je dois analyser ce que j'ai vu, comprendre cet environnement, sortir une conclusion, donc prévoir l'environnement qui va être le mien bientôt et faire des décisions. OK? Donc, si je regarde bien, les domaines de la veille stratégique, ça va être des domaines qui vont être assez variés. Donc, si on regarde un peu, le domaine scientifique, qu'est-ce que je vais regarder? Dans le domaine scientifique, je vais regarder les articles dans les revues, des thèses, des rapports, des rapports d'activité. Ça va demander quand même des gens très pointus dans le domaine, des scientifiques du domaine, des ingénieurs et des techniciens du domaine qui connaissent vraiment, vraiment leur domaine. Et ils ne regarderont que leur technologie, que leur science, c'est tout. Ils ne vont pas regarder à côté. Vous êtes informaticien, vous allez regarder tout ce qui se passe dans l'informatique, dans le soft, parce que vous n'êtes pas des informaticiens développement hard. Donc tout ce qui va être développement hard, vous allez le regarder comme étant nouvelle puissance de machine ou voici la nouvelle configuration de machine, mais vous n'allez pas regarder à l'intérieur de cette configuration quelles sont les particularités parce que vous n'êtes pas des développeurs hard. Maintenant, si je suis quelqu'un qui fait de la géophysique, je vais regarder seulement les nouvelles approches, les nouvelles théories, comment on modélise certains phénomènes. Le logiciel, c'est pas moi. Je ne comprends pas trop ce qu'il raconte. Ok? Donc, dans les domaines scientifiques, on va avoir des gens très pointus. Ça signifie que vous devez avoir une très grosse entreprise qui fait de la recherche et développement. Ou vous êtes plus une start-up. Je sais que ce sont deux extrêmes. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça. Soit vous êtes des grosses entreprises qui investissent dans la recherche et développement, donc dans le développement technologique, dans le développement de connaissances, auquel cas vous avez l'ampleur, l'envergure, vous avez l'argent, vous pouvez vous permettre de faire ça, parce que derrière, vous allez influencer le marché, vous allez mettre l'argent dans la science pour développer certaines approches, donc vous allez tirer vers votre stratégie, le développement de la science, soit vous êtes une start-up, ça veut dire des jeunes chercheurs ou des jeunes ingénieurs, des gens qui sortent des universités ou même qui travaillent dans des entreprises. Vous êtes pointu dans une technique et vous voyez que vous pouvez développer quelque chose par rapport à cette connaissance scientifique et vous allez regarder autour de vous toutes les informations qui vous permettent d'être encore plus pointu. Dans le domaine de la techno, on va suivre de près les brevets, les preuves de concept. Ça veut dire qu'on n'en est plus à l'idée, on en est au prototypage. Donc là, on est vraiment plutôt dans les entreprises qui ont incubé, qui ont un prototype, qui sont en train de regarder s'il n'y a pas d'autres prototypes à côté, de regarder les brevets. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont déjà été développées avec cette idée, etc. Et l'idée ici, c'est vraiment de regarder la techno qui existe. Hein, okay, et donc,
là, on est dans un environnement qui est déjà dans un environnement pratique, où on regarde la mise en application des idées. On est moins dans les chercheurs que dans les ingénieurs, comme dans les techniciens, que dans les développeurs qui sont sur le terrain. Ok. Donc la science va donner des techniques, la recherche et développement va donner de la techno, et la techno va aller direct dans le marché. Dans le domaine du marché, qu'est-ce qu'on a? On a les commerciaux. Le commercial, vous allez lui dire, j'ai développé telle idée, etc. Il va vous regarder. Le commercial, il connaît son environnement. Il connaît qui? Il connaît les produits sur le marché. Il connaît les prix de ces produits. Il voit à quoi ils ressemblent, comment on les a mis en forme, comment on les a présentés, comment on les a vendus, comment on a fait du marketing dessus, comment on a fait de la pub autour. Et il va vous dire, hop, 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 oui, c'est bien, mais un exemple clair du commercial, c'est Macintosh. Alors pour vous, c'est Apple, la jolie pomme, mais pour moi, c'est ce bon vieux Macintosh. À un certain moment, monsieur commercial, que vous connaissez tous, qui est le dieu de tout le monde, mais qui est un informaticien médiocre, gardez-le à l'esprit. Autant Bill Gates était un excellent informaticien, autant Steve Jobs était un médiocre informaticien. Par contre, c'est un sacré vendeur. Il pourrait vendre du sable dans le désert. Steve Jobs a développé l'ordi, a compris qu'il ne pouvait pas gagner beaucoup de marché, a quitté son entreprise Macintosh, est revenu chez Macintosh, a lancé quoi? Il n'a pas lancé des ordinateurs. Il a dit dès le départ, et c'est une phrase qui est très connue de chez lui, nous n'aurons jamais, jamais de marché conséquent dans le monde des ordinateurs. Il faut faire des produits qui soient des produits fun, amusants, sympathiques, proches des clients jeunes. Et il faut qu'ils aient une allure de marque. Tout ce qu'a fait après Apple, c'est ne pas vendre son produit directement dans les surfaces qui vendaient des ordinateurs ou de l'électronique. Il a créé ses propres boutiques, comme Yves Saint Laurent, Dior, une grande marque commerciale. Il a compris que sur le marché, avec le prix des autres concurrents et leur packaging, il n'était pas différent. Il allait vendre à peu près dans les mêmes prix, à peu près dans les mêmes formes. Par contre, il pouvait avoir un impact commercial en rajoutant une plus-value sur l'aspect fun, sur un aspect un peu plus adapté à la jeunesse, et surtout, il est sorti des produits standards. Ok. Donc, vous voyez qu'ici, sur le marché, c'est le technico-économique. On voit l'aspect technique, mais on voit aussi l'aspect financier et économique du tout. Et là où Apple a été très fort, c'est qu'il a regardé les comportements. Il a tout de suite inclus le domaine socioculturel comme un élément de son domaine commercial. Comment? Au moment où il a décidé de sortir de l'ordinateur, la première des choses qu'il a commercialisé, c'était son MP3. Cet petit boîtier qui permettait d'enregistrer beaucoup de musique et de mettre 2 écouteurs dans les oreilles pour les écouter. Est-ce que c'est original? Absolument pas. Le boîtier, c'est un espace disque externe qui existait déjà depuis une dizaine d'années, que les informaticiens connaissaient bien. La miniaturisation de l'électronique a augmenté sa capacité de stockage, mais ça reste un boîtier de stockage externe, ça veut dire mobile. Avec, il y avait un dispositif pour brancher sur l'ordinateur, récupérer les datas. Ce système, c'est un système de lecture, comme un disque dur externe. Ça veut dire que tout seul, on peut le brancher électriquement, il marche. Il a pris ce boîtier, ce dispositif, il a mis une pile dedans pour ne pas se brancher électriquement, mais il a laissé l'électricité, et il a regardé ce qui était très à la mode à l'époque. Ce qui était très à la mode à l'époque, et novateur, c'est ce que Sony a créé. Sony a créé l'écouteur, les écouteurs, les Walkman avec les écouteurs. Le Walkman, c'est un dispositif qui vous permet de mettre une cassette, de mettre des écouteurs sur vos oreilles, une pile dans votre Walkman, et vous pouvez écouter votre musique partout où vous partez. Et c'est cette nouvelle
nouvelle génération qui avait tout le temps les écouteurs vissés sur les oreilles. Et voilà comment il a combiné plusieurs technos pour s'adapter à un comportement social qui était devenu une signature d'une génération. Une génération qui voulait être différente et qui était plus individualiste, qui ne voulait pas être dans un endroit commun pour avoir la même radio ou le même dispositif d'écoute que tout le monde. Ok. Donc, son étude ici du domaine socioculturel lui a permis de impacter commercialement. Et comment est-ce qu'il a pu faire ça d'un point de vue de l'expansion? Il n'a pas oublié qu'il fallait regarder le domaine législatif et géopolitique. Je veux vendre mon produit en dehors des États-Unis. Est-ce que ce produit est légal en Europe? Est-ce que d'un point de vue géopolitique, c'est le moment de me déplacer? Est-ce qu'il ne va pas y avoir la guerre? Auquel cas, je vais perdre mon argent pour rien. Et donc, on regarde les lois et on regarde si on peut s'implanter ou pas et on regarde l'adaptabilité de notre produit au marché local. Ça demande quoi de faire tout ça? Ça demande d'être rigoureux sur le fonctionnement du processus. Je ne peux pas juste regarder la loi maintenant, regarder la techno d'un autre côté. J'ai rencontré des chercheurs, ils m'ont parlé d'une une nouvelle découverte. Ah oui, c'est bien. Il faut que j'ai une façon de faire, un processus. C'est la même chose dans tous les domaines. En informatique, vous avez un module qui s'appelle génie logiciel. On vous apprend en première année qu'est-ce que c'est que l'algorithmique. Vous faites des lignes de code, vous êtes content. Et après, en deuxième année, on vous apprend qu'il y a un système d'information, des données, des datas, qu'il faut les structurer. Et on vous apprend que le fait de structurer les datas, vous ne pouvez pas juste faire des lignes de code. Vous devez préparer votre travail, structurer comment vous allez développer votre logiciel. Et donc, vous avez un process. De la même façon, dans la veille stratégique, on va avoir un processus complet qui peut travailler, encore une fois, sur les deux modes de tout à l'heure. Soit vous êtes passif, soit vous êtes proactif. Si vous êtes passif, vous êtes en mode commande. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui, dans une réunion, dit « Ah oui, vous avez vu là, j'ai vu à la foire ou une publicité, Flan, il est en train de vendre, je ne sais pas moi, une nouvelle machine à laver. » Ok. Qu'est-ce qu'elle a, sa nouvelle machine à laver? Il a rajouté une minuterie sur le devant. Donc, la personne qui a démarré le lavage, elle voit en permanence combien il reste de temps. Elle peut vérifier. Moi, ma machine à laver, elle n'a pas de minuterie. Donc, les gens, ils ne savent pas quand est-ce que la machine s'arrête. Et ça a l'air de bien marcher. Du coup, vous allez regarder qu'est-ce qui existe, les technos, qui a fait ça, combien ça coûte, etc. Donc, en fait, ici, c'est passif. La formation est déclenchée à la demande et c'est l'utilisateur de la formation qui va déclencher la demande. Okay. Donc, c'est un mode de commande. Va me chercher la formation. Le deuxième mode, c'est un mode alerte. C'est proactif. C'est une recherche active, permanente, continue, de la part de gens qui sont des trackers, des gens qui sont dans la cellule de veille. Leur travail, c'est de chercher toute l'information qu'ils peuvent trouver intéressante d'un point de vue technique, scientifique, technologique, législatif. Et donc, ce sont les trackers qui sont les animateurs de cette veille. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'ils remontent l'information, ils vont plus se concentrer sur l'une ou l'autre, plus se concentrer sur un aspect ou l'autre de l'information pour voir qu'est-ce qu'elle impacte sur l'entreprise, qu'est-ce qu'elle impacte sur le développement de l'entreprise. Donc, si je veux mettre en place un système de veille, il faut que l'information que recherche l'entreprise devienne accessible, quel que soit le mode. Je dois d'abord identifier que ce soit un mode commande ou un mode d'alerte, c'est toujours la même question. Pour mettre en place cette veille, je dois d'abord identifier les sources. Je vais chercher où l'information. Quelles sont les sources les plus pertinentes?
c'est une revue scientifique, c'est un forum d'échange, ce sont des conférences, ce sont des foires. Sur les foires, les gens discutent beaucoup, il y a beaucoup d'échanges d'informations et l'idée, c'est vraiment d'identifier là où je vais chercher l'information, OK? Et arrêtez de vous dire que Google va être très utile pour vous. Google, va avoir des sites qui sont, bien placés, qui vont apparaître en premier et peut-être que l'information que vous cherchez est dans la page 1000, hein. Donc il faut trouver les outils pour aller chercher l'information pertinente pour vous et pas juste se laisser gentiment glisser sur un un Google It. Ensuite, il faut créer un réseau de veilleurs. Ça n'est pas nécessairement 1 ou 2 personnes qui vont faire ça. Ça peut être en travail avec, des associations, d'être dans des forums, de se retrouver avec d'autres personnes qui regardent la même techno que vous. Ensuite, quand j'ai trouvé où et avec qui, il faut que je traite cette information. Ça veut dire que je la collecte, que je l'analyse et que je la synthétise parce que me mettre, 40 pages en me disant: «Voici la nouvelle techno de demain», les décideurs n'ont peut-être pas le temps de lire 40 pages. Donc, ça serait bien de faire une fiche synthétique qui comprenne l'essentiel et après, si c'est pertinent pour eux, ils vont peut-être lire les 40 pages. Mais tout de suite, là, avec leur travail, lire 40 pages pour comprendre ce que vous dites, ça risque pas. Et la dernière étape du processus, c'est la diffusion. Il faut donner l'information à la bonne entité, au bon service, au bon décideur. Et surtout, n'oubliez pas de stocker. Ce qui va être important dans la veille technologique, c'est le suivi. Je vais suivre l'évolution du technologie. Je vais suivre l'évolution d'une réglementation. Je vais suivre l'évolution du marché. Donc moi, au 1er janvier 2022, j'ai vu ça. Au 1er avril, j'ai vu ça. Au 1er juillet, j'ai vu ça. Ah tiens, il y a une courbe, il y a une évolution qui apparaît. Et même les petits indices faibles vont apparaître parce qu'on va voir le changement apparaître. Donc dans ce processus, il faut mettre en place certains éléments. Ces éléments-là vont permettre, si on les fait proprement, de faire une bonne veille stratégique. Si on les fait dans la hâte, sans vraiment réfléchir ce qu'on fait, on va extraire de l'information, on va peut-être pas avoir l'information pertinente. On va analyser peut-être que notre outil d'analyse, c'était pas le bon. Je cherchais, je sais pas, j'ai pris un outil de data mining, mais en fait non, j'aurais pas dû prendre un outil de data mining, j'aurais dû peut-être chercher, ce qu'on appelle avec un outil décisionnel, OK? Donc l'idée derrière, c'est de faire cette chose-là et de se rappeler que je ne vais peut-être pas tout chercher, d'accord? Donc vous voyez qu'ici, identifier les sources. Si je regarde le fameux bonsaï de tout à l'heure, waouh, je vais en avoir des sources. OK? Je ramène le bonsaï de tout à l'heure, je vais en avoir des sources. Il y en a un paquet, politique, scientifique, technologique. Les entreprises vont avoir des besoins spécifiques. Elles vont vous dire quelle veille elles veulent en particulier faire. Si je suis une grosse entreprise et que je peux me permettre d'avoir une cellule complète, je vais faire toutes les veilles. Je vais faire une veille technologique, tout ce qui existe dans le domaine. Je vais faire une veille commerciale, je vais regarder les autres, les fournisseurs avec qui je travaille et les clients à qui je vends. Si je fais une veille concurrentielle, je vais regarder mon environnement immédiat, qu'est-ce qui peut être en concurrence avec moi. Donc en fait, dans la veille, il y a plusieurs axes. On identifie des axes dits principaux qui sont la veille technologique, la veille concurrentielle et un axe un peu plus transverse qui est la veille environnementale. Donc les 4 principaux types de veille, c'est la veille techno, la veille concurrentielle, la veille commerciale et la veille environnementale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Il y a aussi la veille juridique, la veille sociétale, mais vous voyez là, on est déjà dans des grandes entreprises qui vont se déployer sur plusieurs pays. Ils ont besoin de connaître plusieurs types de lois. Ou on est dans un environnement très instable, ça veut dire qu'il faut aller chercher des évolutions rapides. Dans un pays, la juridiction n'évolue pas si
vite que ça. Donc en général, la veille juridique est un peu plus lente et en général, elle est visible parce qu'il y a des décisions, l'assemblée dit qu'elle va faire de nouvelles lois, c'est pas caché, OK? La veille sociétale, les sociétés aussi n'évoluent pas si vite que ça. En général, c'est générationnel, c'est sur une dizaine, une quinzaine d'années qu'on voit de nouveaux types, de nouveaux modes de fonctionnement apparaître. Mais la veille sociétale peut être nécessaire quand on veut faire, par exemple, comme Steve Jobs, une rupture totale dans ce qu'on veut proposer au client. Et auquel cas, je n'ai plus le même produit, je reste toujours dans une techno qui est une techno de base dans la technologie informatique, mais je veux une rupture et là, je suis obligée de faire cette recherche-là. Quoi qu'il en soit, les quatre principales que vous allez trouver en règle générale, c'est la veille technologique, la veille concurrentielle, la veille commerciale et la veille environnementale. Okay. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Okay. S'il n'y a pas de questions, je vais avancer dans mes slides et je vais revenir sur la définition. Okay. Les types de veille technologique, de veille stratégique. Donc j'ai dit j'ai la veille technologique, la veille concurrentielle, la veille commerciale, la veille environnementale. Qu'est-ce que c'est que la veille technologique? C'est celle que nous, dans le technique, on comprend tout de suite. Dans le technique, ça me parle. La veille technologique, c'est je vais anticiper les innovations et ça veut dire quoi? S'il y a de nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux, c'est ça qui va m'intéresser, de nouveaux applicatifs, par exemple en informatique, de nouveaux langages. Ces innovations que je vois apparaître, c'est celles-là qui vont attirer mon attention et sur lesquelles je vais regarder. Et je vais regarder quoi? Je vais regarder les textes normatifs parce qu'on va travailler et on va avoir des normes. En particulier, par exemple, si je suis dans le domaine du libre, quel type de libre j'utilise? Est-ce que c'est du GNU Linux ou c'est autre chose? Et l'idée, toujours pour le techno, il va y avoir la technologie et après, il faut la réglementation. Parfois, la réglementation, elle ne va pas aussi vite que la techno. Donc, il faut faire attention. On a vu de nouvelles technologies, on a vu de nouvelles choses très intéressantes, etc., qu'on peut utiliser. Il faut être très attentif à ce que on vérifie est-ce que cette techno est possible chez nous avec la réglementation. La veille concurrentielle, qui est beaucoup plus obscure pour nous, les gens des technos, mais qui est quand même essentielle à l'entreprise, c'est quoi? L'entreprise doit surveiller ses faiblesses et regarder et renforcer ses forces. Par rapport à quoi? Par rapport à elle-même, à son organisation, à comment elle fabrique, au coût. Combien elle met d'argent pour fabriquer son produit? Est-ce qu'elle ne perd pas de l'argent dans certains postes? Et l'idée, c'est d'éviter les risques, d'identifier nos opportunités et de regarder dans les concurrents éventuellement de nouvelles façons de faire qui peuvent être dangereuses pour moi ou qui mettent en évidence que je ne me suis pas adaptée. Par exemple, le Covid, beaucoup d'entreprises ont vite compris que si elles n'arrivaient pas à vendre en ligne, elles étaient mortes. Je vous donne l'exemple simple, j'ai dans mon quartier, un peu plus loin, des boutiques qui vendent des légumes, des bouchers et tout ce qui était la nourriture. Covid arrive, les gens sortent plus, beaucoup de gens ont eu des soucis, ne sont pas sortis, on a limité nos déplacements. Personnellement, je sortais 1 heure par semaine, je ne sortais pas du tout pendant la période de confinement. Comment on fait pour faire ses courses quand vous êtes quelqu'un qui risquait de tomber malade et d'avoir des risques? Ben, en fait, vous avez besoin de commander chez votre fournisseur. Moi, d'habitude, j'achète dans mon quartier. Le vendeur de légumes s'est mis sur Facebook. Mon boucher s'est mis sur Facebook. L'épicier du coin
qui est à quoi 10 minutes à pied de chez moi, que je peux aller à pied direct, c'est mis sur Facebook. Et la première fois où je suis sortie faire mes courses, Madame Haki, Messenger, WhatsApp, je ne sais pas quoi, je vous prépare les courses, je vous livre à la maison, je sais où vous êtes. Et voilà l'adaptation. Ce qui signifie que tous les autres hanout du coin, qui ne l'ont pas fait tout de suite, se sont retrouvés vis-à-vis d'un comportement d'un concurrent dans son organisation de travail. D'accord, il n'a pas changé ses prix, il n'a pas changé quoi que ce soit. Comme je suis un client permanent à côté, il ne me fait même pas payer la livraison, mais c'est cette organisation du travail qui lui a permis de continuer à travailler et pas à certaines boutiques. Donc la veille concurrentielle, c'est vraiment s'adapter et voir ce qui est dans son environnement immédiat, qui est en concurrence directe avec vous. Okay, la veille commerciale. En fait, beaucoup de gens, quand ils commencent à travailler, posent la question, c'est quoi, comment on fait pour faire le prix d'un produit? Alors, je me rappelle, j'ai commencé à travailler dans les entreprises et j'avais posé la question parce que j'avais suivi un cours de comptabilité. Et j'avais demandé à l'expert comptable qui nous formait, monsieur, comment on fait pour calculer les prix? Moi, en tant que technicienne, tout bêtement, j'ai calculé le coût de production et je lui ai demandé, est-ce qu'on rajoute un ratio, un pourcentage? Ça l'a fait rigoler. Non, madame, mademoiselle à l'époque, c'est pas comme ça qu'on calcule le prix. Ah bon? Comment vous calculez le prix? Le prix dépend du marché. Mais j'ai produit à X. C'est pas la question. Vous pouvez le prendre, vendre 10 fois X si vos concurrents le vendent à 11 fois X. Ça veut dire que je ne mets pas un pourcentage et un ratio sur mon produit. Je vais regarder, quand j'ai élaboré mon produit, les prix qui sont autour de moi. Donc le prix est défini par ceux qui achètent. D'où le prix exponentiel des voitures ces 2 dernières années. La voiture en tant que telle, son prix n'avait pas augmenté. Le prix de vente européen, il était très stable. En Algérie, parce qu'il n'y avait plus d'importation et que les gens avaient besoin d'acheter des voitures, le prix du marché s'est adapté à la demande. Il a donc explosé. Espérons qu'il va redescendre, mais bon, on peut rêver. Ça veut dire que dans le commercial, vous devez regarder ce qui compose votre coût, votre produit. C'est le prix, la matière que vous mettez dedans, comment vous allez le fabriquer, mais c'est aussi les circuits de distribution, c'est aussi comment vous allez le faire connaître, la publicité. Alors, sur des produits, vous voyez que la différence peut se faire de manière assez directe. Il y a une 2017, 2016, 2017, je ne me rappelle plus très bien, on avait beaucoup de fabricants d'électroménagers qui mettaient beaucoup de produits sur le marché. Et comment faire la différence avec les concurrents? D'un point de vue commercial, ils se sont tous regardés les uns les autres. Mais en fait, ils ont des gammes qui se ressemblent, des produits qui se ressemblent. Une machine à laver, c'est une machine à laver. Un frigo, c'est un frigo. Qu'est-ce que vous pouvez tellement rajouter dessus pour rendre votre produit si exceptionnel pour qu'on achète le vôtre et pas celui du voisin? Et à l'époque, la marque Brandt, donc le groupe Cévital, a vu qu'il produisait beaucoup, qu'il mettait sur le marché un produit intéressant, les Brandt, mais c'est un produit qui est de très bonne qualité, mais qui, par rapport à d'autres produits, était dans un coût un peu plus cher. Et leur idée, c'est de se dire, on va cibler une période, la période dite des mariages, entre mai et octobre, et c'est la période où on va acheter des fournitures, faire le nécessaire pour la mariée, la chambre à coucher, la cuisine, etc., etc. Et ils se sont dit, on va faire ce qu'on appelle un lot de la mariée. Et ils ont créé le lot de la mariée. Ils l'ont plafonné à 9 900 000, donc ils ne sont pas arrivés aux 10 millions. C'est un chiffre qui est fort. Le 9 900 000, automatiquement, les gens disent, ah, même pas 10 millions, qu'est-ce que j'ai? Le frigo, la machine à laver, le four, non, le micro-ondes. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je crois qu'il y avait un four, la gazinière, et le dernier truc, j'ai oublié, je crois que c'est un aspirateur. Donc, à ce prix-là,
même pas 10 millions, vous avez tout ce qu'il faut pour votre électroménager. Frigo, machine à laver, gazinière pour faire la cuisine, micro-ondes et un dernier accessoire, je ne sais plus si c'était un fer à repasser ou je ne sais pas quoi. Bref, comment ils ont fait ce prix? Ils ont fait ce prix en composant leur lot avec des produits moyen gamme, bas de gamme, haut de gamme. Donc, quand vous allez acheter un frigo qui est moyen gamme, mais à côté une machine à laver très bonne gamme et un micro-ondes simple de base, mais l'un dans l'autre, cet assemblage vous permet d'avoir tout ce qu'il vous faut à un prix compétitif. Vous avez dans votre veille commerciale vérifié que vous aviez des clients, tous ceux qui allaient, on va dire, installer une maison pour un mariage. Vous aviez les fournisseurs qui vous fournissaient les produits de toutes les gammes. Vous avez les partenaires commerciaux qui sont les grandes surfaces et tous les revendeurs d'électroménagers. Et vous faites une opération de publicité qui va avec. Et ça a marché du tonnerre de Dieu. Comme ils étaient le premier à le faire, après Condor a essayé de le faire, ça n'a pas marché, parce que Condor n'avait pas cette multiplicité de marques que le groupe Cévital avait, puisqu'ils avaient Vedette, Brandt, je ne me rappelle plus encore, il y avait deux autres marques, Hyundai, je ne sais pas quoi. Et donc, en fait, la multiplicité des marques leur permettait d'avoir des fournisseurs différents, même si c'était des fournisseurs du groupe. Et la veille commerciale leur a montré qu'ils pouvaient avoir cet impact-là. Enfin, la veille environnementale. L'idée de la veille environnementale, c'est vraiment l'adaptabilité de votre entreprise à votre environnement, qu'il soit socio-culturel, qu'il soit juridique et qu'il soit politique. L'idée, c'est vraiment de voir les produits que je suis en train de fabriquer aujourd'hui, est-ce que je ne risque pas d'avoir une évolution de la société qui va faire que mon produit ne vont plus marcher. Un exemple tout simple, c'est par exemple tous les fabricants de cuisine. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, personne n'allait acheter du compensé de ces plaques pour faire sa cuisine. On allait acheter des composants en bois bien solides pour fabriquer et pour installer sa cuisine. Et en fait, c'est un changement culturel qui est venu du développement des grandes unités d'immeubles avec des appartements prêts à l'usage qui sont déjà préinstallés avec des cuisines dites modernes sous une forme particulière qui a fait que de plus en plus de particuliers ont changé leur réaction par rapport, donc c'est socio-culturel, à cet objet qui est la cuisine. Et au lieu d'avoir des meubles en bois qui sont encombrants dans la cuisine, on va demander à quelqu'un de venir nous faire une cuisine tout intégrée et d'intégrer notre électroménager à l'intérieur. Donc vous voyez cet aspect socio-culturel, comment il va faire évoluer votre entreprise, vos produits et évoluer votre marché. Ensuite, il ne faut pas oublier l'aspect juridique. Il y a certains produits que vous ne pourrez pas commercialiser parce que juridiquement, c'est interdit ou que vous n'avez pas le droit de les ramener. Donc ici, le but ici, c'est de rechercher, de recueillir, de traiter et de diffuser ces informations qui viennent de votre environnement, l'air du temps, les évolutions sociales, les nouvelles pratiques, les nouveaux modes d'échange, de commerce, etc. Ok, ça va? Donc, je vous ai présenté aujourd'hui les aspects théoriques, ce que c'est que la veille stratégique, quelles sont les différentes veilles que l'on peut avoir. Dans le prochain cours, je vais essayer d'être un peu plus pratique et de vous montrer quelques outils. Pour ma part, j'ai fini mon cours. Je pense que vous avez un autre cours derrière moi, là. Allô? Ah, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est clair pour vous. Alors, cette année, ce que je vais faire pour votre module, ça va être un QCM directement. Dès que Moodle sera opérationnel, on ouvrira vos comptes. Et dès que j'aurai terminé le cours, je vous donnerai la date de l'examen en ligne du QCM.
OK? Et je vais mettre sous format PDF, le cours et vous l'envoyer. C'est juste que j'ai pris du temps à faire mes PDF. Donc si ça va pour vous, je vous dis bonne journée, à samedi prochain. Bonne journée à vous.